Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, il y a l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur Morgane Letiec. Bonjour Morgane, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci de m'accueillir. Ça me fait grand plaisir, très contente de t'avoir en studio avec moi et j'ai envie de te présenter aux auditeurs à l'Ardé d'origine française. T'habites du côté de Montréal et tu travailles dans le domaine du français langue seconde depuis déjà quelques années. Depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ici, je travaille à la fois comme chargée de cours pour la formation des enseignants du domaine de français langue seconde, mais pour l'essentiel, je suis consultante dans le domaine, donc je participe à des projets de développement de programmes de français langue seconde pour les immigrants adultes, à des projets aussi de développement d'outils au service justement des enseignants du domaine dans les différentes provinces du Canada. Donc ça se passe pas forcément uniquement au Québec. Et ces projets-là sont à la fois des projets qui peuvent être développés en ligne ou en présentiel. D'accord. Et tu as publié 2 recueils de nouvelles. Alors, les petites filles dans leur papier de soie. Mm-hmm. Ça a été publié il y a quelques années. C'était le premier? Oui, en 2009. Et ça traitait de quoi, ce recueil-là? Nouvelles-là? Est-ce que c'était des nouvelles qui avaient tous pour le même sujet ou c'était toutes des nouvelles un peu toutes différentes les unes des autres? Oui, les histoires diffèrent les unes des autres, mais il y a toujours un fil rouge, un fil conducteur qui est celui des schémas relationnels étouffants au sein de la famille et du deuil de l'enfant. Ce sont 2 thématiques qui m'intéressent particulièrement. Et donc, que ce soit le premier ou le deuxième recueil, j'ai beaucoup travaillé sur ces aspects-là et sur l'idée aussi justement du deuil que l'on doit faire de l'amour absolu, de ce que l'on peut attendre des autres, que ce soit de nos parents ou de nos proches. Et donc les deux recueils tournent beaucoup autour de ces problématiques-là. Il y a un deuxième recueil qui s'appelait « Je n'ai jamais parlé de toi ici ». Oui. Est-ce que l'écriture a toujours été présente dans ta vie? Est-ce que tu voulais toujours devenir écrivaine quand tu étais petite? Non, en fait, j'aimais beaucoup les arts, avec plus ou moins de compétences, évidemment. Donc, j'ai écrit effectivement très tôt des histoires, les histoires qu'on peut écrire dès qu'on sait écrire. Mais j'ai aussi fait de la musique, beaucoup de dessins. Et donc, je m'intéressais à ces différents arts. À l'adolescence, j'avais plutôt envie de devenir réalisatrice. Et d'ailleurs, j'ai commencé une formation pour ça. Donc, au lycée, j'ai fait une filière art plastique, histoire de l'art, et puis des études littéraires au départ pour avoir une culture générale. Et puis, j'avais vraiment envie de devenir réalisatrice. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi par rapport à la personnalité que j'avais, qui est plutôt une personnalité solitaire, et en fait que j'étais plus douée, à mon sens en tout cas, pour travailler l'écriture elle-même, que pour mettre en scène, travailler avec des équipes, ce genre de choses. Donc, si je devais travailler un jour dans le milieu audiovisuel ou cinématographique, ce serait certainement au niveau du scénario. Parce que je pense que si j'ai un talent, c'est plutôt dans l'écriture. Mais on apprend en faisant. Donc j'ai eu des belles expériences, des expériences malheureuses. Et c'est vrai que c'est au moment où je me suis rendu compte, par contre, que l'audiovisuel, le cinéma n'était pas fait pour moi, pour ma personnalité, même si j'avais une grande passion pour le cinéma. Par contre, c'est là où je me suis mise à écrire de façon, je dirais, systématique, c'est-à-dire de façon quotidienne. Donc très rigoureuse, je me suis mise une discipline en place parce que ça a quand même été important pour moi de constater que j'étais pas faite pour un projet pour lequel auquel j'avais rêvé, dans lequel je m'étais investie, je l'avais préparé ce parcours-là. Donc je me suis complètement investie dans l'écriture à partir de là, mais il faut quand même reconnaître que l'écriture, la lecture, j'étais une grande lectrice, donc si vous voulez, c'est simplement que j'ai pris conscience à cet âge-là de ce pourquoi j'étais davantage faite. Est-ce que tu aimerais ça, écrire un scénario de film? Oui. Et en fait, là, par rapport à ce roman-là, un de mes rêves est d'en écrire le scénario. Parce que, par contre, c'est vrai que quand j'écris, il y a toujours une dimension très visuelle chez moi. C'est-à-dire, quelque part, dans certaines histoires que je peux écrire, je filme en écrivant. Et évidemment, l'écriture scénaristique, l'écriture littéraire sont totalement différentes, mais justement, pour moi, ce serait l'occasion d'un apprentissage, en fait, par le biais, sachant que je maîtrise évidemment l'histoire, puisque c'est moi qui l'ai écrit,
Mais c'est un des rêves que je caresse. Parlons-en de ce premier roman, Les questions orphelines, qui ont été publiés à peine quelques mois. Et je lisais que ça a pris 20 ans à l'écrire, ce roman-là. Oui, ça a pris 20 ans, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que j'ai écrit tous les jours ce livre-là. J'ai écrit beaucoup de choses, des romans ou des nouvelles qui n'ont jamais vu le jour, c'est-à-dire qui n'ont jamais été publiées parce qu'ils ne méritaient pas de l'être. Donc, mais en fait, quand j'avais 19 ans, je suis venue comme fille au père aux États-Unis, à Boston. Et je m'occupais d'une petite fille et ma famille d'accueil avait une maison secondaire au Québec. Et en fait, je les ai accompagnés dans cette maison secondaire pendant des vacances. C'était un chalet sur une île, une petite île au milieu d'un lac. Et alors, autant te dire que pour une Française, tu sais, je plongeais vraiment dans tous les comment je pourrais dire les aussi, stéréotypes. oui, les grands espaces, les lacs, enfin bon. Mais c'est vrai que c'était pas un mensonge, c'était vraiment magnifique et les paysages québécois et canadiens sont magnifiques. Et donc là, j'ai découvert ça. Et puis en fait, à un moment donné, pendant ces vacances, j'ai accompagné le monsieur qui retrouvait un ami d'enfance et devant justement la maison de ce monsieur qui était très modeste au bord d'un lac, au fond de ce que je peux considérer quasiment comme une cabane, il y avait en fait une petite fille qui était sans doute encore en chemise de nuit, mais une chemise de coton blanc. Et elle était au fond de cette petite maison-là. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais oubliée. Elle m'a accompagnée, cette petite... Mais c'est vraiment irrationnel, mais c'est vrai de vrai. Toute l'histoire et mon imagination s'est développée à partir de cette petite fille. Et qui est devenue Blanche dans le roman, donc la mère de Billy. Et de fil en aiguille, évidemment, j'ai vécu des choses, j'ai écrit des choses, j'ai vécu des choses. J'ai quitté, donc après cette année aux États-Unis, je suis partie continuer mes études de lettres, puis l'audiovisuel, enfin bon, donc j'ai vécu ce que j'ai vécu jusqu'au moment où je suis venue m'installer ici au Canada et au Québec en particulier. Et en fait, j'avais déjà écrit des versions immatures de ce roman-là, mais complètes, avec le début, le milieu, la fin. Et donc, ce sont des versions qui, maintenant, on verrait, sont très, très différentes, mais il y a quand même des éléments qui étaient là depuis le départ. Et si au début, c'est ça, tout ce que j'avais écrit avait lieu à Boston, avec l'immigration, justement, l'histoire a dérivé doucement pour se situer essentiellement à Montréal. Parlons-en un peu de cette histoire-là des questions orphelines. Est-ce que tu veux un peu raconter aux auditeurs l'histoire? Oui, alors c'est l'histoire de Billy qui est dans la trentaine, qui vit à Londres. Il a grandi à Montréal, puis à Boston, dans la banlieue de Boston à partir de 10 ans. Il apprend que son père, qui maintenant vit dans une maison de retraite, est mourant, est en train de terminer sa vie. Il est très attaché à son père. Il le retrouve tous les ans aux États-Unis, tous les étés pour des grandes balades. Mais il vit quand même loin de lui. Il a un frère qui est à Toronto, mais avec lequel il a très peu de relations, et c'est pas son frère qui va s'occuper de son père. Donc il rentre pour gérer la fin de vie de son père. Et la fin de vie, ça veut dire aussi la fin de vie du point de vue matériel, c'est-à-dire la maison de l'enfance, qu'ils ont quitté un moment, mais que le père, de façon extraordinaire, a racheté justement pour vivre une seconde vie dans cette maison-là. Et le retour, il va donc, ce père qu'il aime profondément, malgré ses forces et ses faiblesses, parce que le père avait évidemment certaines faiblesses de caractère, il va prendre en charge ce père, mais il va devoir se confronter de nouveau au grand drame de son enfance, au passé, au grand drame de son enfance, qui est la disparition de sa mère quand il avait 10 ans. Et je dirais que Billy qui a du mal à rentrer dans l'âge adulte, va parvenir à devenir adulte en accompagnant son père dans ses derniers moments et en faisant face véritablement à la disparition de sa mère. Donc il va entamer un processus de deuil qui est assez lent, peu spectaculaire, mais qui pour lui est important s'il veut devenir adulte. Le papa qui est atteint d'Alzheimer aussi, qu'on traite beaucoup dans l'ouvrage. Oui, parce que c'était important pour moi de rendre compte vraiment des relations familiales, mais par contre sans juger.
Donc oui, il y a un double deuil à faire, celui du père et celui de la mère. Et ce que je trouvais très important, c'est de montrer à quel point, même si le père n'a pas toujours été à la hauteur et que c'était quelqu'un qui pouvait être très difficile plus jeune, je voulais montrer aussi quand même le processus de vieillissement, comment certaines personnalités un peu difficiles peuvent mollir d'une certaine manière dans leurs vieux jours. Et révéler une tendresse, une sentimentalité qui ne se révélait pas avant, et de montrer toute cette complexité-là et l'acceptation de la personnalité de l'autre. Être adulte, c'est accepter l'autre aussi, la personne que l'on aime avec ses faiblesses. C'est ce que fait Billy. Oui, c'est ce que fait Billy, tout en justement essayant d'atteindre une certaine lucidité aussi quand même, parce que aimer de façon absolue, ce n'est pas être adulte non plus. Roman qui est écrit au masculin, est-ce que ça a été difficile? Non, et pour moi c'était quelque chose de très important là aussi, d'aborder ça du point de vue justement des hommes, parce que je trouve que la représentation des hommes dans la littérature, pas toujours, mais m'apparaît parfois un peu caricaturale, surtout par rapport au lien familial ou à la dimension affective, amoureuse. Bon. Et c'était important pour moi d'effacer un peu ces frontières hommes-femmes et de travailler vraiment sur ce que, mine de rien, on a en commun. Parce que quand je parle, j'ai des proches hommes comme des hommes que j'ai pu croiser dans ma vie et qui, à un moment donné, ont tenu des paroles sur leur famille, sur leur mère, le besoin d'aller aider leur mère vieillissante ou ce genre de choses qui m'ont montré à quel point l'homme ne se résume pas, si vous voulez, à cette espèce de bloc de virilité qu'on voit parfois un peu trop transparaître dans la littérature écrite par les hommes. Que les hommes peuvent être autant aidants naturels que les femmes. Oui, aussi sentimentaux, et puis j'ai eu 1000 preuves dans ma vie, mais je trouve que justement cette parole-là, la difficulté aussi de parler la pudeur masculine, je voulais la traiter dans le livre, à partir du moment où justement la femme a quitté la scène. Si tu me permets, Morgane, on s'arrête et on continue de parler des questions orphelines au retour. Merci.